Et donc, je tenais à remercier Amélie Anota qui a accepté de nous faire une présentation sur un sujet important, et sur lequel il est bon d'avoir des informations, donc sur les PRO et comment évaluer la qualité de vie dans nos essais. On a plusieurs essais avec des critères principaux qui sont liés à la qualité de vie, et c'est de toute façon des critères qu'on essaye d'évaluer de manière le plus systématique possible dans nos essais. Donc on a tous une vision, certainement, partielle de ce que c'est que l'évaluation de la qualité de vie, le remplissage des questionnaires et cetera. Mais savoir ce qu'on en fait derrière et ce qui est important, ou pas d'avoir, je pense que c'est important d'avoir cette vision-là. Et donc Amélie Anota, qui est statisticienne au Centre Léon Bérard et qui est également statisticienne pour la plateforme nationale de qualité de vie et cancer, va nous donner cette présentation. Je la remercie beaucoup. euh, et encore une fois, toutes nos excuses pour ce départ un peu retardé. Voilà, je vous laisse la parole, Amélie. Merci. Alors, est-ce que vous voyez bien mes diapositives? Alors, on voit l'écran, mais Voilà, parfait. Ok, On voit super. bien. Juste, tac. Merci Laure du coup pour cette introduction. Donc effectivement, je vais aussi vous présenter un panel de ce qui relève de la qualité de vie et plus spécifiquement donc de la qualité de vie en cancérologie. Donc pour commencer, je voulais vous rappeler la définition de la qualité de vie. Alors on parle souvent de qualité de vie, mais en fait on s'intéresse surtout à la qualité de vie relative à la santé des patients, dans le sens où l'idée c'est vraiment de mesurer l'impact de la maladie et du traitement, donc là en l'occurrence le cancer, sur la qualité de vie du patient. Donc quand on parle de qualité de vie, on va s'intéresser à la sphère physique, mais également émotionnelle, également tout ce qui relève du social, familial, amical du patient, et également de tous les symptômes qui seront liés à la maladie et au traitement. Après, il peut y avoir d'autres dimensions qui sont liées à la qualité de vie du patient, comme par exemple l'image corporelle, qui peut être plus ou moins impactée par le cancer en fonction du type de cancer, entre autres les cancers ORL ou bien un cancer du sein par exemple. Donc vraiment, l'idée c'est d'évaluer tous ces aspects-là de la qualité de vie des patients. Et il y a un terme un petit peu plus large qui existe, qui est celui des Patient Reported Outcomes, pour toute mesure de l'état de santé du patient, qui sera rapporté directement par le patient et sans interprétation d'une tierce personne. Donc les Patient Reported Outcomes, ça peut se traduire comme des mesures de l'état de santé perçu. Et donc dans ces PRO, on va retrouver notre qualité de vie relative à la santé, mais également aussi d'autres types d'échelles qui peuvent être par exemple plus spécifiques, comme des échelles de symptômes, par exemple pour évaluer la fatigue du patient ou la douleur. On peut également mesurer l'aspect fonctionnel particulièrement du patient, ou bien également la satisfaction vis-à-vis des soins, ou même l'adhérence au traitement. Donc souvent on parle de qualité de vie, ou bien on peut parler de PRO, on utilise vraiment les deux termes de façon un peu interchangeable. Après, à partir du moment où on évalue par exemple la qualité de vie du patient, mais également qu'on a des échelles par exemple pour évaluer plus spécifiquement la douleur ou la fatigue, le terme que l'on devrait utiliser est celui des PRO pour englober cette évaluation vraiment multidimensionnelle de la fatigue et de l'état symptomatique du patient. Donc moi je parlerai toujours de qualité de vie ici dans le cadre de cette présentation. Et donc l'idée déjà de base c'est de savoir comment on va pouvoir évaluer la qualité de vie des patients. Donc dès que l'on veut quantifier le niveau de qualité de vie du patient et comparer des patients entre eux ou bien évaluer le changement au cours du temps de la qualité de vie des patients, on va passer par une évaluation par le biais de questionnaires, donc qui seront complétés dans la mesure du possible directement par le patient. Et du coup, en cancérologie, si je vous demandais, je pense, de me citer un questionnaire que vous connaissez, je pense que quasiment tous, si ce n'est tous parmi vous, connaissent le questionnaire de l'ERTC, le QLQC30. Donc ce QLQC30, c'est un questionnaire qui est spécifique du cancer, de toute localisation cancéreuse en fait, qui a été validé maintenant un certain nombre d'années en 1993. C'est un questionnaire qui va contenir 30 questions
qui vont nous permettre d'évaluer différents aspects de la qualité de vie des patients. Donc par exemple, on a 5 questions qui évaluent la dimension physique du patient. On a 2 questions qui évaluent la dimension qualité de vie dans le sens activité quotidienne, loisirs et travail, qu'on appelle dimension de rôle. On a des questions pour évaluer l'état émotionnel, cognitif et social des patients. Donc ces 5 dimensions, ce seront ce qu'on appelle des dimensions fonctionnelles. Ensuite, on a des questions qui évaluent des dimensions plutôt symptomatiques, comme de la fatigue, la douleur ou la perte d'appétit par exemple. On a une dimension qui s'intéresse aux difficultés financières liées à la maladie. Et enfin, on a 2 questions à la fin du questionnaire qui évaluent la qualité de vie santé globale du patient. Donc pour ce questionnaire-là, on a un manuel d'utilisation, enfin de ce qu'on appelle le scoring, donc pour savoir comment on va pouvoir synthétiser l'information issue de ce questionnaire. Et donc en fait, pour ce questionnaire-là, comme pour tous ceux de l'ERTC, l'idée, ça ne sera pas d'analyser chacune des questions séparément les unes des autres, mais de les regrouper par dimension sous la forme d'un score. Donc par exemple, nos 5 dimensions physiques, on va générer un seul score qui va varier de 0 à 100 pour résumer cet état physique du patient. Donc à chaque fois, nos scores ils varieront de 0 à 100 et selon le manuel de l'ERTC, pour les scores fonctionnels, un score élevé, ça va représenter un haut niveau fonctionnel. Pour la qualité de vie santé globale, un score élevé, ce sera un haut niveau de qualité de vie santé globale. Et pour les dimensions symptomatiques, par contre, un score élevé, ça correspondra à un haut niveau de symptômes. Donc si par exemple on a un patient qui a un très bon niveau de qualité de vie, il aura des scores élevés pour chacune des échelles fonctionnelles, un score élevé pour la dimension qualité de vie santé globale, et des scores faibles par contre pour les dimensions symptomatiques. Donc cette gymnastique cérébrale, il faut bien l'avoir à chaque fois pour tous les questionnaires de l'ERTC parce qu'ils sont tous construits de cette façon. Et après par contre il existe d'autres types de questionnaires comme ceux des groupes FACT, si vous les connaissez, les FACT G par exemple, dont je ne parlerai pas trop ici, où là pour tous les questionnaires des groupes FACT, un score élevé va correspondre à un haut niveau de qualité de vie. Donc ça, c'est vraiment une spécificité en fait en fonction des types de questionnaires et donc là en particulier pour ceux de l'ERTC. Donc le QLQC30, il peut être administré à tout patient adulte atteint d'un cancer. Et après, l'idée de l'ERTC, ça a été de développer ce qu'on appelle des modules spécifiques par localisation cancéreuse qui seront administrés avec le QLQC30 normalement. Donc par exemple, pour les cancers de la sphère ORL, on avait un questionnaire qui s'appelait le HN35 et maintenant on a un nouveau questionnaire qui s'appelle le HN43 qui va contenir 43 questions qui vont nous permettre d'évaluer un certain nombre de symptômes spécifiques du cancer de la sphère ORL. Donc si je ne me trompe pas, on a 21 symptômes qui sont évalués au travers de ces 43 questions. Donc ça, c'est un questionnaire qui a été validé en 2019. Donc c'est vrai que ce questionnaire-ci, c'est vraiment un peu un cas particulier presque de l'ERTC parce qu'on a vraiment beaucoup de questions déjà et aussi beaucoup de domaines à évaluer. Donc beaucoup de symptômes qui peuvent être présents pour nos patients, ce qui peut peut-être des fois aussi rendre difficile l'interprétation de ces résultats. On pourra revenir dessus après si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il faut bien faire attention à quels symptômes on évalue et comment on va pouvoir interpréter les résultats de l'ensemble de ces symptômes. Et donc comme je vous l'ai dit, ce questionnaire-là, il a été validé en 2019. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser l'ancienne version, hein, le HN35. Ça va vraiment dépendre un peu des patients sur lesquels notre essai par exemple porte. Donc est-ce que la version 35 est suffisante et suffisamment adaptée à nos patients ou pas par exemple, ou est-ce que en fonction des traitements qui seront étudiés, la nouvelle version est plus appropriée. Alors, juste un petit mot aussi pour la validation des questionnaires. Donc, je vous ai dit, celui-ci, c'est un nouveau questionnaire qui a été validé en 2019. Enfin, la publication a été réalisée en 2019. Quand on veut développer et valider un questionnaire, ça prend du temps. Alors, pour vous montrer l'exemple de l'ERTC,
ils ont un processus de validation en 4 phases qui est disponible sur leur site internet. Et donc là, c'est vraiment quand on veut développer un nouveau questionnaire avec eux. Donc quand un questionnaire n'existe pas pour cette localisation cancéreuse ou pour le domaine que l'on cherche à mesurer. Donc l'idée de la première phase, ça va être de procéder déjà à une revue de la littérature, donc des questionnaires qui peuvent exister sur la localisation cancéreuse ou le domaine que l'on veut mesurer, et procéder à des entretiens auprès de patients et de professionnels de santé. Et donc tout ceci aura pour but en fait d'identifier les domaines qui seraient importants à évaluer pour mesurer la qualité de vie de ces patients. Ensuite, à partir de ces domaines, on va élaborer une première liste de questions qu'on appelle donc des items. Alors l'idée, ça sera d'avoir vraiment une liste la plus large possible pour couvrir l'ensemble de ces domaines qui nous semblent pertinents pour nos patients. Ensuite, on va tester ce premier questionnaire auprès de patients et on va également leur donner leur avis, leur demander leur avis sur ce questionnaire, savoir s'il est compréhensible, si les questions sont pertinentes, si elles ne sont pas trop redondantes, s'il ne manquerait pas éventuellement des questions. Et donc on va faire une première évaluation de ce questionnaire. À la suite de cette première évaluation, potentiellement on peut supprimer des questions, en reformuler, peut-être en rajouter s'il en manquait. Et donc la dernière étape, ça serait vraiment de valider le questionnaire, et donc valider ce que l'on appelle ses propriétés psychométriques, pour dire que le questionnaire est fiable et peut être utilisable dans les futures études. Alors, quelque chose qui est important avec le RTC, c'est que d'emblée, leur questionnaire, il les valide dans un certain nombre de langues, le plus possible dès le début, pour faire en sorte que le questionnaire soit d'emblée adapté à la culture de chaque pays. Donc toutes ces étapes de validation de questionnaire sont réalisées d'emblée dans de nombreux pays. Pour vous donner un exemple, en ce moment, il y a un certain nombre de modules qui sont développés par le RTC, et entre autres, ils sont en train de développer un questionnaire sur les carticelles, sur l'évaluation de la qualité de vie de patients atteints d'un carticelle. Pour ce questionnaire-là, ils sont dans la phase 1, donc vraiment au niveau des entretiens. Après, il y a d'autres questionnaires, comme un questionnaire de satisfaction vis-à-vis des soins, où là, on est plutôt dans la phase 4, donc on est vraiment dans la dernière étape de validation des questionnaires. Alors, je vous ai dit qu'il fallait donc valider ces propriétés des questionnaires, les propriétés psychométriques. Donc, ces propriétés, on les valide par des méthodes statistiques qui sont spécifiques de cette validation. Et alors, l'objectif de cette validation, ça sera de valider déjà la structure du questionnaire. Donc, par exemple, d'identifier quels items permettent de mesurer quelles dimensions. Et donc, en général, on a bien entendu un a priori. Donc, c'est plutôt de vérifier. Imaginons que 5 questions qui sont censées mesurer l'état physique du patient, qu'on arrive bien à trouver un lien entre ces 5 questions, qu'elles mesurent un seul et même domaine en fait de qualité de vie. De s'assurer également qu'on a une cohérence justement entre les items d'un même domaine. Également de montrer que le questionnaire est capable de mettre en évidence des différences entre des groupes de patients pour lesquels on s'attend à voir des différences de qualité de vie. Par exemple, des patients avec un stade précoce versus avancé de la maladie, ou bien avec un performance status plutôt bon pronostic, donc performance status par exemple 0 ou 1 versus plus de 2. On s'attend à des différences de qualité de vie entre ces groupes de patients. Est-ce qu'on est capable, avec nos questionnaires, de montrer ces différences, de mettre en évidence ces différences? Ce qui sera également important pour nous, c'est de montrer que le questionnaire est sensible au changement, et donc que si la qualité de vie des patients change, on sera capable de mettre en évidence cette différence au cours du temps. Et inversement, de mettre en évidence une stabilité, donc de montrer que les réponses restent les mêmes si notre patient reste stable à un niveau de qualité de vie constant entre deux évaluations. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la reproductibilité ou répétabilité du questionnaire. Donc c'est vraiment important de vérifier toutes ces propriétés psychométriques pour pouvoir après utiliser les questionnaires et avoir confiance dans les résultats de qualité de vie. Et entre autres, par exemple, si on arrive à mettre en évidence une différence de qualité de vie dans une étude entre deux groupes de traitement, de s'assurer que cette différence ne soit pas due à une mauvaise construction, imaginons, du questionnaire, mais qu'il y a bien effectivement une différence entre nos deux groupes de traitement. Donc quand on veut utiliser un questionnaire dans une étude, comme dans un essai,
c'est important de vérifier que le questionnaire est bien validé, entre autres dans la langue dans laquelle on souhaite utiliser le questionnaire, avant de pouvoir l'utiliser. Donc toutes les validations des questionnaires sont publiées dans la littérature, et donc si éventuellement on a un doute, entre autres par exemple sur les questionnaires ERTC, il ne faut pas hésiter à les contacter pour vérifier auprès d'eux que le questionnaire est bien validé en français. Et aussi ce qui est important, c'est que dans toutes les études, avant de démarrer l'étude, faut bien faire la demande d'utilisation des questionnaires à l'ERTC pour chaque étude. Déjà pour être sûr d'avoir les bonnes versions des questionnaires, donc ils vous communiquent les bonnes versions. Ils vous communiquent les manuels aussi pour calculer les scores. Et donc pour toutes les études académiques, les questionnaires sont gratuits pour le RTC. Et comme ça leur permet aussi de référencer les études qui utilisent ces questionnaires de qualité de vie. Alors je vous l'ai dit, la validation des questionnaires, c'est quelque chose qui prend du temps. On a avec le RTC une validation en 4 phases. Donc s'il s'agit par exemple d'un nouveau questionnaire qui n'existe pas, avec le RTC, ça peut prendre facilement 10 ans pour valider ce questionnaire, parce que on a ces 4 phases, qu'on souhaite réaliser la validation d'emblée dans de nombreux pays. Si c'est juste, entre guillemets, une mise à jour d'un questionnaire qui existe déjà, ça peut être beaucoup plus rapide, mais ça prend quand même plusieurs années. Alors qu'en fait, entre-temps, les traitements évoluent rapidement, et donc les questionnaires ne sont pas forcément adaptés aux nouveaux traitements que l'on souhaite justement évaluer au travers des essais. Et donc notamment avec l'immunothérapie pour lesquels on a de nombreux essais à l'heure actuelle qui explorent son intérêt en cancérologie. On a encore peu de questionnaires qui sont vraiment bien adaptés à l'immunothérapie et à ses effets secondaires. Et donc le risque, c'est d'utiliser des questionnaires qui ne permettent pas de mettre en évidence des symptômes spécifiques de cette immunothérapie. Et donc l'idée, c'est qu'on veut quand même évaluer la qualité de vie de nos patients dans les essais, qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait un nouveau questionnaire qui soit validé pour pouvoir évaluer la qualité de vie de nos patients. Donc il faut trouver une solution alternative à cette validation de questionnaires. Donc une proposition qui a été explorée entre autres par le RTC, mais pas uniquement, c'est celle de l'utilisation de ce qu'on appelle des bibliothèques d'items. Donc, par exemple, le RTC a mis à disposition une bibliothèque d'items, donc sur le lien internet que je vous ai mis sur cette diapositive. Donc, tout le monde peut se créer un compte sur cette bibliothèque, et elle va avoir plusieurs intérêts pour nous. Alors déjà, donc, elle référencie l'ensemble des questionnaires et donc des questions qui ont été validées d'une façon ou d'une autre par le RTC, avec également les traductions dans toutes les langues dans lesquelles les questions ont été validées. Donc on peut savoir d'emblée si une question est validée en français et comment elle est formulée. Donc cette bibliothèque d'items, elle va avoir plusieurs utilisations. Donc déjà, ça va nous permettre aux chercheurs qui cherchent à développer et valider un nouveau questionnaire à gagner du temps dans leur développement de questionnaire, parce que potentiellement, ils vont vouloir évaluer un certain domaine, comme par exemple des problèmes cutanés. Et ils vont pouvoir regarder dans cette banque d'items, dans cette bibliothèque, s'il y a des items qui évaluent ces problèmes cutanés, comment ces questions ont été formulées, et ils vont avoir d'emblée donc les traductions dans toutes les langues. Donc c'est un gain de temps pour la validation des nouveaux questionnaires. Ensuite, ça va nous aider également à trouver des questionnaires par localisation cancéreuse, par exemple, ou pour évaluer certains domaines. Donc, par exemple, si on veut accéder au questionnaire, donc là je vois sur le cancer du sein ou sur les tumeurs cérébrales. Donc de trouver le questionnaire, le contenu du questionnaire, donc les items, et avoir bien entendu leur traduction en français. Et enfin, une utilisation qui est surtout intéressante pour nous, c'est éventuellement celle de construire une liste d'items que l'on va pouvoir utiliser dans des recherches et entre autres dans les essais cliniques pour compléter les questionnaires habituels comme le QLQC30 et ses modules spécifiques. Donc l'idée, c'est de se dire que potentiellement on a des questionnaires qui ne permettent pas de mesurer certains symptômes qui seront par exemple importants pour nous, et donc on peut utiliser le moteur de recherche de cette bibliothèque pour identifier
les symptômes qui seraient intéressants pour nous à mesurer pour nos patients. Donc on peut se construire une petite liste d'items et on a un onglet donc, pour créer un nouveau questionnaire. Et donc il faudra bien que ce questionnaire soit validé par l'ERTC et un peu le tampon d'autorisation de l'ERTC à la fin, avant de pouvoir l'utiliser dans le cadre de votre étude. Donc l'idée de base de cette utilisation de la bibliothèque d'items, c'est plutôt pour compléter le QLQC30 et le module spécifique de la localisation cancéreuse quand celui-ci est disponible. Après, l'idée, et je reviendrai dessus, c'est pas non plus d'administrer 36 questionnaires pour les patients, de le saturer en questions. Et donc, selon les cas de figure, cette bibliothèque peut plutôt être utilisée, par exemple, soit si on considère que le module spécifique n'est pas approprié, trop ancien, pas assez spécifique de votre essai, d'utiliser le QLQC30 et des items issus de cette bibliothèque de l'ERTC. Et également, maintenant, il y a une version réduite du QLQC30 qui existe, qui peut aussi être utilisée avec donc, cette banque d'items en complément. Donc l'idée maintenant, c'est vraiment de trouver un juste milieu entre questionnaire le plus court possible, le plus adapté possible à chaque essai, mais bien entendu de permettre quand même une comparabilité entre les essais, et donc d'avoir un socle commun un peu qui est évalué entre chaque essai pour pouvoir comparer les résultats entre les essais. Et donc on a un manuel d'utilisation de cette bibliothèque d'items sur le site de l'ERTC qui peut être disponible pour vous aider à utiliser correctement cette bibliothèque. Alors il n'y a pas que celle de l'ERTC qui existe, il y en a beaucoup d'autres de bibliothèques. Il y a celle du groupe FACT, donc ceux qui ont développé les questionnaires comme le FACT-G, donc ils ont aussi leur propre bibliothèque. Il y a celle de la MD Anderson, et puis maintenant on a une version patient des toxicités, donc des CTCAE, qui s'appellent les PRO-CTCAE, qui peut également être utilisé et donc qui permet une évaluation des symptômes par le patient. Et donc, comme il y a beaucoup de bibliothèques maintenant qui sont proposées, que c'est quand même assez attractif pour les chercheurs, et qu'il y a pu y avoir une utilisation peut-être un petit peu abusive de ces bibliothèques, il y a des recommandations qui ont été proposées récemment pour guider les chercheurs sur leur utilisation, pour leur expliquer comment sélectionner les items, valider leur questionnaire et minimiser les biais dans la sélection justement de leurs items. Et alors, pour vous montrer un petit peu à quoi correspond aussi c'est la version patient des CTCAE, on a donc une liste ici de 78 symptômes, il me semble, qui peuvent être auto-évalués par les patients, donc qui couvrent un certain nombre de domaines, comme les domaines oral, donc avec par exemple les problèmes de sécheresse au niveau de la bouche, problèmes cutanés, douleurs, etc. Pour chaque domaine, pour chaque symptôme, on a entre 1 et 3 questions qui seront données aux patients. Et ces questions, elles mesurent par exemple la fréquence du symptôme, la sévérité ou bien l'impact sur la qualité de vie du patient. Et donc si on veut évaluer par exemple le problème de rage cutanée, là on n'a qu'une seule question, c'est sur la présence du symptôme. Si on veut évaluer la douleur, par exemple la douleur en général, on a trois questions, sur la fréquence, sur la sévérité de la douleur et sur l'impact sur la vie quotidienne. Et donc il existe aussi un manuel pour savoir comment on va pouvoir synthétiser l'information de ces PRO-CTCAE, donc comment on va pouvoir un peu scorer les items. Et après, ça vous fait un grade en fait, comme pour les toxicités classiques, les DNCI, donc qui va varier cette fois-ci de 0 à 3, donc 0 c'est quand on n'aura pas de symptômes, et plus le grade est élevé, plus le symptôme est important, il y a un impact important sur la qualité de vie du patient. Donc après, entre PRO, ERTC ou FACT, par exemple, sur la bibliothèque d'items à utiliser, c'est vraiment en fonction des études, en fait, en fonction de ce qu'on va vouloir évaluer. Et puis, typiquement, si on utilise des questionnaires ERTC, comme le QLQC30,
ça paraît plutôt logique d'utiliser la banque d'items, la bibliothèque d'items de l'ERTC. Si on utilise des questionnaires du groupe FACT, on va utiliser soit la banque d'items du groupe FACT, soit les PRO TCAE par exemple. Donc maintenant, comment on va analyser justement ces données de qualité de vie? Alors, comme je vous l'avais dit, avec nos données de qualité de vie, l'idée c'est pas d'analyser chaque question séparément les unes des autres, mais de calculer un score qui en général varie de 0 à 100. Donc on va avoir ce score qui sera mesuré pour chaque patient, qui sera analysé. Donc imaginons qu'on a 2 groupes de patients, 2 traitements différents, pour lesquels on a la qualité de vie qui est évaluée avant le début du traitement et puis en cours d'étude. Et imaginons qu'on obtienne une différence de qualité de vie entre nos 2 groupes de traitement qui soit en moyenne de 5 points sur cette échelle de 0 à 100. Et bien, imaginons, donc on est sur un essai quand même à grande échelle, donc un essai de phase 3, donc notre taille d'échantillon est importante, donc cette différence de 5 points, elle peut être ce qu'on appelle statistiquement significative, mais on peut se demander si cette différence de 5 points entre les 2 bras, elle est vraiment pertinente pour nos patients. Et donc on peut se dire, bah voilà, avec ce nouveau traitement, vous allez gagner 5 points de qualité de vie pour simplifier. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va se ressentir pour le patient? Donc ça repose cette interprétation sur ce qu'on appelle la différence minimale importante. Donc ça sera un seuil qui doit être disponible pour chaque questionnaire et qui correspond au plus petit changement perçu comme important pour le patient. Donc ce seuil, ce fameux seuil, il va être utile pour interpréter nos résultats, donc pour savoir si cette fameuse différence de 5 points elle est importante ou pas pour nos patients. Et donc ça va nous permettre de comparer des groupes de patients entre eux, des différences de moyenne de qualité de vie, et puis également de pouvoir savoir si un patient donné se détériore ou reste stable ou s'améliore au cours du temps. Donc pour les questionnaires de l'ERTC, en général, ce fameux seuil, il est, celui qui est le plus souvent utilisé, c'est un seuil de 10 points. Donc ça veut dire que si on a une différence de qualité de vie entre nos 2 bras qui est supérieure à 10 points en moyenne, on considérera que la différence observée est importante pour nos patients et pertinente pour nos patients. Donc maintenant, pour analyser nos données de qualité de vie au cours du temps, par exemple dans notre essai clinique, donc on va avoir nos questionnaires qui seront administrés à différents temps de mesure pour chacun de nos 2 bras de traitement. Et l'idée, ça va par exemple être de regarder la qualité de vie de nos patients à un temps de mesure d'intérêt. Donc par exemple, je me place à 6 mois et je vais regarder la différence de qualité de vie entre nos 2 bras à 6 mois. Et ben, je peux utiliser ce seuil de 10 points pour classer nos patients et regarder si la différence de qualité de vie pour chaque patient entre l'inclusion et 6 mois, elle atteint ou pas ce fameux seuil de 10 points. Donc par exemple, pour la dimension qualité de vie globale, si j'ai une augmentation de mon score de qualité de vie de plus d'au moins 10 points pour mon patient sera considéré en amélioration. S'il y a une diminution de son score d'au moins 10 points, il sera considéré en détérioration et si le changement est inférieur à 10 points, il sera considéré comme stable. Et donc, par exemple, ici, donc on peut reporter cette évaluation de la qualité de vie pour chaque dimension du QLQC30. Et ce que l'on constate ici, c'est que, par exemple, pour la dimension fatigue, on a 21% des patients du bras A qui présentent une amélioration de la qualité de vie, contre 54% dans le bras B pour cette dimension fatigue. Inversement, on a 57% du bras A qui présente une augmentation de la fatigue contre 25% dans le bras B. Et globalement, quand on regarde l'ensemble des dimensions, on a plus de patients dans le bras A qui se détériorent et plus de patients dans le bras B qui s'améliorent. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une photo à un instant T de l'évolution de la qualité de vie des patients par rapport à l'inclusion. On peut évaluer l'ensemble des dimensions de qualité de vie et regarder s'il y a
plus de dimensions qui s'améliorent dans un bras que dans un autre, par exemple. Par contre, l'inconvénient entre guillemets de cette analyse, c'est que ça nécessite d'avoir les scores de qualité de vie disponibles à l'inclusion et à notre fameux temps de mesure d'intérêt. Et donc ça, c'est un enjeu majeur, bien entendu, des données de qualité de vie, c'est la disponibilité des données, donc l'absence de données manquantes. Et donc souvent, on travaille un peu sous des sous-effectifs de patients, et il faut s'assurer que notre sous-effectif sur lequel on peut travailler n'est pas biaisé et représente bien l'ensemble de notre population de départ. Donc, une autre méthode d'analyse de ces données de qualité de vie, c'est celle du temps jusqu'à détérioration. Donc là, l'idée, ça sera de regarder à quel moment nos patients présentent une détérioration de la qualité de vie au cours de l'essai, par exemple, et de regarder si, par exemple, dans mon bras expérimental, est-ce que les patients se détériorent plus tardivement que dans ceux du bras contrôle. Donc là, c'est un exemple dans le cadre d'un essai randomisé. En bleu, c'est le bras expérimental, en orange, c'est le bras contrôle. Donc leur définition de temps jusqu'à détérioration, ils ont gardé une détérioration d'au moins 10 points de leur score de fatigue par rapport au score à l'inclusion. Et pour considérer qu'il y avait une détérioration, il fallait que cette détérioration soit maintenue au cours du temps, donc pour toutes les évaluations ultérieures, on observe bien également cette détérioration par rapport à l'inclusion. Et donc ici, ce que l'on constate, c'est qu'on a une médiane de temps jusqu'à détérioration qui est d'environ 9 mois pour le bras expérimental versus 3 mois pour le bras contrôle. Et on voit bien que nos deux courbes se détachent. Donc les patients du bras expérimental se détériorent plus tardivement que dans ceux du bras contrôle. Autrement dit, la qualité de vie est maintenue plus longtemps dans le bras expérimental par rapport au bras contrôle. Donc pour pouvoir réaliser cette analyse, il nous faut le score de qualité de vie au départ, donc le score à l'inclusion. C'est un peu toujours notre condition, en fait, quelle que soit la méthode d'analyse, c'est d'avoir le score à l'inclusion qui soit bien disponible pour nos patients et qu'on n'ait pas de données manquantes au moins sur ce score-là. Et pour pouvoir regarder la détérioration au cours du temps, il faut qu'on ait au moins une mesure au cours du temps qui soit disponible pour nos patients. Et enfin, donc, une autre méthode d'analyse, ce sera celle de regarder en fait un changement moyen de qualité de vie au cours du temps. Le modèle qui est utilisé derrière, c'est ce qu'on appelle un modèle mixte. Et donc là, ce sera vraiment regarder le changement moyen au cours du temps de qualité de vie par bras de traitement. Et donc ces résultats, pour qu'on puisse les interpréter, il faut regarder si le changement qu'on observe, il atteint ou pas notre fameux seuil de différence minimale importante. Donc imaginons nos 10 points pour le QLQC30. Donc ici, vous avez les résultats pour le même essai que tout à l'heure sur les dimensions donc qualité de vie globale et les 5 dimensions fonctionnelles du QLQC30. Et donc à chaque fois, on a le changement moyen par bras de traitement pour chacune de ces dimensions. Et donc ce que l'on constate, c'est qu'à chaque fois, le changement est inférieur au seuil de 10 points par bras de traitement, excepté pour la dimension donc role functioning, donc c'est activité quotidienne, loisirs et travail, où là, on a plutôt une détérioration de plus de 10 points, mais dans chacun des deux bras. Et par contre, quand on regarde la différence entre les deux bras, on est à peu près aux alentours de 2 points, je pense. Donc la différence entre les deux bras, elle est de moins de 10 points. Donc là, la conclusion, ça serait que les deux bras de traitement, les deux groupes de patients présentent une détérioration de la dimension activité quotidienne. Donc détérioration qui est observée pour les deux bras de traitement, et il n'y a pas de différence de qualité de vie entre nos deux bras de traitement au cours du temps. Donc après, par rapport à la méthode que je vous ai présentée précédemment, c'est vraiment une méthode qui est complémentaire. Et donc l'idée, c'est d'analyser selon différentes approches la qualité de vie du patient pour vraiment avoir une image globale de la qualité de vie et de l'impact des traitements sur la qualité de vie des patients. Et donc pour finir, je voulais également vous dire un mot justement sur cette histoire de données manquantes, qui est un peu une des problématiques majeures de la qualité de vie.
Alors, de plus en plus, on essaie de recueillir les raisons de non-remplissage des questionnaires dans le cadre des essais, selon plusieurs donc, possibilités. Et en fait, l'idée de base, c'est de savoir si la, la donnée manquante est liée à l'état de santé du patient ou pas. Parce que si elle est liée à l'état de santé du patient, ça voudrait dire que si on n'a pas le questionnaire, c'est parce que le patient ne va pas bien, et donc on dit que la donnée manquante est informative de l'état de santé du patient. Donc le fait de recueillir ces raisons de non-remplissage va nous aider un peu à caractériser ce profil des données manquantes, et donc à savoir s'il y a par exemple un biais, et que les questionnaires qui sont disponibles ne sont pas représentatifs de toute la population. Alors comment on va faire pour essayer de minimiser ces données manquantes? Il n'y a pas de solution pour l'instant vraiment miraculeuse, mais l'idée c'est déjà de base, en fait, au moment de la conception du protocole, de ne pas saturer le patient en questionnaire, donc de ne pas lui donner trop de questionnaires à remplir à chaque temps de mesure, des questionnaires qui seraient peut-être trop longs, redondants aussi entre eux, et de ne pas prévoir une évaluation de la qualité de vie non plus trop rapprochée quand ce n'est pas pertinent. Alors des fois, selon les études, on cherche à avoir une évaluation assez rapprochée des questionnaires parce qu'on se dit que la qualité de vie va vite changer en cours d'études. Mais dans certaines pathologies, par exemple, où on s'attend plutôt à une évaluation plutôt sur le long terme, c'est pas nécessaire d'administrer des questionnaires peut-être tous les mois, toutes les semaines, etc. On peut des fois avoir une évaluation un petit peu plus éparse en fait des questionnaires de qualité de vie. Et ce qui serait important aussi, c'est bien d'expliquer, alors notamment aux patients, l'intérêt de ces données, mais également à tous les chercheurs qui sont impliqués dans ce recueil des données de qualité de vie, et leur montrer que ça a vraiment un intérêt de collecter ces questionnaires de qualité de vie. Le but n'étant pas d'embêter le patient à remplir ces fameux questionnaires. Alors dans le cadre des essais, du coup, on va regarder la compliance au questionnaire par bras de traitement. Et en général, on a toujours le même constat. C'est que, donc là je vous donne l'exemple d'un essai, donc je vous ai pas mis les temps de mesure ultérieurs, mais il y en avait encore un peu plus. Ce que l'on constate, c'est qu'on a souvent, enfin, pour ne pas dire de façon systématique, un taux de remplissage qui n'atteint pas les 100% à la baseline, donc au premier temps d'évaluation. Donc ici, il était inférieur déjà à 90%, donc quand même proche de 90%. Le point positif, c'est que ce taux est similaire entre les deux bras. S'il n'était pas similaire, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas un biais, déjà, dès l'inclusion. Mais quand même déjà un petit peu frustrant, parce que les 10% restants des patients qui n'ont pas complété les questionnaires, ils auront donc très bien complété les questionnaires ultérieurs. On ne pourra pas étudier l'évolution de leur qualité de vie, parce qu'on ne saura pas leur niveau de base. Et ce que l'on constate souvent aussi, c'est que ce taux de remplissage va diminuer au cours du temps, de façon plus ou moins rapide. Et ici, par exemple, après 8 cycles de traitement, eh ben, on avait un taux de remplissage qui était de l'ordre de 50%. Donc 50% des patients qui sont encore dans l'étude qui ont complété les questionnaires de qualité de vie. Une fois de plus, là, le point entre guillemets positif, c'est que le taux de remplissage est à peu près similaire entre les deux bras, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais quand même, ça veut dire qu'on a 50% des patients qui ne remplissent plus les questionnaires au cycle 8. D'où l'intérêt aussi de recueillir pourquoi, en fait, ils n'ont pas rempli ces questionnaires au cours du temps. Donc je vous l'ai dit, si on n'a pas le niveau de qualité de vie initial, malheureusement notre patient ne sera pas analysable, et même s'il a rempli les questionnaires ultérieurs. Donc il faut vraiment réfléchir à essayer de maximiser le plus possible le taux de remplissage, donc notamment à l'inclusion, c'est vraiment l'évaluation clé pour nous, pour pouvoir après évaluer le changement de qualité de vie des patients. Si on n'a pas son niveau baseline, on ne pourra malheureusement pas traiter ces données ultérieures. Et donc essayer de réfléchir à maximiser ce taux, donc savoir pourquoi finalement on n'atteint pas les 100%, sachant que théoriquement à un moment donné le patient on doit le voir avant de commencer le traitement. Et donc est-ce que c'est l'évaluation peut-être qui n'est
pas faite au bon moment. Ça peut être un oubli, bien entendu, hein, de remplissage des questionnaires, mais vraiment faire en sorte que ce remplissage soit le plus proche possible des 100%. Et alors, des fois, une problématique qu'on a, c'est que normalement, ce questionnaire-là, il doit être donné avant le début du traitement, peut-être au moment du screening. Si jamais ça n'est pas possible, par exemple, si on n'a pas pu voir le patient à ce moment-là, eh ben, on peut toujours se dire, en fonction des études, bien sûr, hein, des fois c'est pas approprié, mais des fois une évaluation, même le J1 du traitement, peut pour nous convenir en termes d'évaluation baseline. Donc même s'il y a une différence entre ce qui est prévu au protocole et ce qui est réalisé en termes de temps de complétion des questionnaires, nous après on pourra essayer de le traiter et d'inclure ce patient dans l'analyse. Et après, bien entendu, un des enjeux majeurs, ce sera aussi les données manquantes au cours du temps, donc qui augmentent au fur et à mesure des visites. Et nous, ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c'est à ne surtout pas ce qu'il y ait de différence de taux de remplissage entre les deux bras pour pallier à des biais d'évaluation de la qualité de vie. Et enfin, je voulais finir sur quelques recommandations actuelles, avec entre autres cet article qui est paru en début d'année 2024, sur finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment ne pas saturer le patient en questionnaire et avoir une évaluation la plus fiable, la plus adaptée possible de la qualité de vie, donc notamment dans les essais, mais pas uniquement. Donc ça, c'est un groupe de chercheurs, entre autres de la FDA, des sociétés savantes de qualité de vie, qui se sont regroupés pour écrire ces recommandations. Et donc ces recommandations, elles concernent les protocoles dès la conception. Et donc l'idée, c'était de proposer des recommandations sur la maximisation des données de qualité de vie, donc quels sont les questionnaires les plus adaptés qui doivent être choisis pour chaque étude. Ils insistent sur le fait qu'il faut éviter des redondances entre les questionnaires, quand on choisit plusieurs questionnaires à compléter par le patient. Et un point majeur aussi, c'est d'impliquer les patients dans la recherche et les cliniciens. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas fait. Alors les patients, c'est encore rarement fait pour la conception des protocoles, pour le choix des questionnaires, mais même l'implication des cliniciens dans le choix des questionnaires, il n'est pas non plus à la hauteur de ce qu'il pourrait être dans certaines situations, si je peux me permettre. Par exemple, je vous donne un exemple typique. On peut se dire que voilà, je vais faire un essai cancer ORL. Je vais choisir quel questionnaire. Je vais prendre le QLQC30 et le HN43. Pourquoi? Parce que je travaille avec le RTC, que je les connais, qui sont validés, qui sont utilisés bien entendu, et qui sont adaptés à notre population, a priori. Je suis totalement d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus sur la théorie. Mais c'est vrai qu'il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion, et c'est une gymnastique que l'on manque encore à l'heure actuelle, je trouve, dans les études. Et donc, il faut vraiment se poser des questions de savoir est-ce que ces questionnaires, ils sont vraiment bien adaptés, notamment à la population. Imaginons qu'on travaille sur des personnes âgées, remplir 70 questions à un temps de mesure, ça peut peut-être être beaucoup pour eux. Est-ce que ces questionnaires, ils sont bien adaptés au traitement que l'on souhaite évaluer? Est-ce que ils évaluent bien les symptômes qui sont importants pour nous? Est-ce qu'ils ne sont donc pas trop lourds pour les patients? On en a déjà parlé. Et ensuite, il faudra bien réfléchir aussi au temps d'évaluation. Est-ce que, par exemple, il faut donner ces 2 questionnaires à chaque visite, à chaque temps qui est prévu dans le protocole, ou bien est-ce qu'on peut prévoir une évaluation où à certains temps de mesure, on ne donnerait que le QLQC30, ou bien que le module spécifique, ce qui peut être permis maintenant par les RTC dans certains cas de figure. Donc il faut vraiment avoir une réflexion quand même un peu plus poussée dans certains cas de figure sur les questionnaires qu'on doit utiliser dans nos essais. Et donc je terminerai par cette diapositive. Donc pour vous donner un exemple, ça c'est les dernières recommandations de la FDA pour les essais d'enregistrement quant à l'évaluation de la qualité de vie. Alors eux, ils ont déjà des recommandations sur les domaines qu'il faut évaluer de qualité de vie. Et donc ici, ils nous proposent un peu une évaluation en fait qui est différente en fonction des domaines que l'on veut évaluer de notre qualité de vie. Et donc, par exemple, quand on va vouloir évaluer les symptômes, vraiment les effets secondaires du traitement, et là, c'est important d'avoir une évaluation très rapprochée en début d'étude. Donc là, par exemple, dans le cas de cet exemple d'étude, donc c'était un cancer avancé sur une évaluation sur 12 mois, il proposait une évaluation toutes les semaines de ces symptômes, alors que, par exemple, pour d'autres dimensions,
comme la dimension donc activité quotidienne, bon bah là une évaluation un petit peu plus euh, éparse de ce domaine serait totalement appropriée. Et quand on va regarder encore d'autres aspects de la qualité de vie, bah, des évaluations tous les 3 mois, ça paraît aussi suffisant en termes de qualité de vie pour les patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Amélie. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à ouvrir votre micro éventuellement. On est nombreux, mais ça devrait pouvoir marcher. Il y avait une question de Juliette Taria, mais je pense deux Oui, questions même. la première, je pense qu'Amélie bonjour. Ouais, a répondu. Bonjour. Il a répondu, si ce n'est que je trouve c'est difficile le cut-off initial. Enfin, nous, on s'est planté sur Omet, on avait mis un cut-off à 10 points parce que c'était ce qui était publié, recommandé aux ATA et plusieurs autres. Et en fait, on mettait pas de différence significative en évidence. Et le cut-off, il était plutôt à 20. Ou, enfin voilà, je sais pas si après, il faut adopter des, des, euh, des formats d'essai plus adaptatifs Oui, pour... alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, enfin j'ai dit qu'on utilisait souvent 10 points. C'est vraiment le truc qui est le plus souvent utilisé, mais c'est pas forcément le mieux en fait. Donc il faut vraiment faire attention au seuil qu'on utilise parce que si on le prend trop grand, bah, du coup on ne pourra jamais le mettre en évidence. Et moi je trouve souvent que c'est trop élevé, ce fameux seuil de 10 points. Donc il faudrait réfléchir aussi en amont dans le protocole à vraiment est-ce que c'est le seuil qui est le plus souvent, enfin, est-ce que c'est Ouais, vraiment le seuil qui est le plus adapté ou pas, et ne pas hésiter à ne pas le prendre et en prendre un autre en le justifiant bien sûr. Mais moi aussi, hein, dans plusieurs études, ça nous a mis dans une situation délicate parce qu'en fait, on avait des différences qui étaient plus faibles, mais qui étaient tout aussi pertinentes en fait. ouais. Mais Donc, nous, on aurait dû faire autrement parce que nous, c'est le contraire. C'est qu'il oui, n'était pas assez profond. ouais, Et en fait, c'est 20 points qui sortaient. ok. Mais bon, on l'a conçu en 2014 avec Franck Bonnetin et on n'avait absolument aucune donnée historique à se mettre sous la dent parce que c'était dans le domaine des oligométas et on était un petit peu au début de l'histoire en fait. Mm, mm. Donc voilà. Et c'est négatif pour des mauvaises raisons. C'est un peu Ouais. rageant Ah oui, 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 sur je ce genre de comprends. truc. Je Et comprends. sinon, la deuxième question, c'était aussi dans OMET, hein, donc c'est un essai sur les oligométas et on teste stéréo seul versus chimio et stéréo. Euh, on a énormément de toxicité, comme on peut s'en douter, hein. Je parle même pas des toxicités hémato, mais toutes les autres toxicités, on en a beaucoup plus avec les traitements systémiques qu'avec une stéréo seule. Et donc, et il y a bon, après, on a quand même trouvé ce delta de 20 points, mais il y a plein d'études où ça paraît pas super bien corrélé les toxicités des patients, en particulier en ORL, peut-être, et la qualité de vie. Est-ce que, mais on a l'impression qu'il y a quand même une résilience qui fait que finalement, ils supportent pas mal de choses. C'est Oui, quelque chose qui a été exploré un peu ou pas? oui, oui, tout à fait. C'est possible d'avoir beaucoup de symptômes et d'avoir une bonne qualité de vie globale. Et c'est pour ça d'ailleurs on recommande pas trop d'évaluer, en tout cas uniquement le ressenti global de qualité de vie, mais vraiment d'évaluer l'ensemble des domaines qui sont pertinents pour nous, parce que c'est possible d'avoir beaucoup de symptômes mais de s'habituer. Et donc on a un effet un peu aussi ce qu'on appelait de response shift, donc d'adaptation des patients au cours du temps. Donc ils peuvent avoir vraiment beaucoup de symptômes mais un bon ressenti général. Euh, Après, il y a aussi d'autres facteurs dont je n'ai pas parlé, mais entre autres, par exemple, des essais en ouvert, où on a des fois des ressentis de biais parce qu'un patient a été randomisé dans le bras contrôle et déçu d'être randomisé dans le bras contrôle, et inversement dans le bras expérimental. Et donc, ça peut aussi un peu biaiser les évaluations de qualité de vie. Mm. Donc, on n'a pas forcément une très bonne corrélation qualité de vie globale avec les symptômes et toxicité, par exemple. Ouais, Mais je ok. pense que ce point de collecter les raisons de non-remplissage qu'on fait pas de manière systématique, ça permet peut-être aussi d'évaluer ça plus finement, quoi, et comprendre. Tout à fait, oui. Mm. Ça, c'est vrai qu'on essaie de le faire de plus en plus, mais voilà, il faudrait que ce soit fait vraiment de façon Ouais. systématique. Mm. En ORL, c'est vrai que des fois, ils se retrouvent avec un nombre de questionnaires à remplir et enfin, ouais, ils saturent très très vite, hein. Mm, mm. Même derrière, enfin voilà. Je sais pas s'il y a grand-chose à expliquer des fois, tu vois. Il y en a tellement que toi, tu seras à leur place, tu ferais la même chose, tu essaierais de remplir une ligne sur deux.
C'est quoi la forme condensée du QLQC30, vous avez dit? Comment elle s'appelle? Alors, il y a une version euh, plus courte du QLQC30 théoriquement pour les soins pâles qui était le QLQC15 pâle, mais Oui, celle à laquelle je pensais, c'est plutôt une autre version plus récente qui s'appelle le F17, F pour functional, et où ce questionnaire-là, il contient que les dimensions qualité de vie globale et fonctionnelle. d'accord. Donc, cette version-là, elle peut être utilisée, elle est encore en cours aussi de revalidation par le RTC, mais elle contient tous les items du QLQC 30, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas utilisable. Et donc on peut déjà l'utiliser avec le Et, RTC. Et là, ce sera plus si les symptômes qui sont présents dans le QLQC 30 ne sont pas adaptés pour votre étude en fait. et une question, alors je mobilise la conversation, mais si tout le monde, s'il y a d'autres questions, hein, n'hésitez pas à prendre la parole sur moi, pardon. Et une question d'ignare que je suis. Le Q5D5L, qui est fait pour le médico-éco, est-ce que, et donc c'est vraiment une question débile probablement que je vais poser, peut pas se substituer un peu à, une partie assez généraliste de ces questionnaires, parce que alors lui, pour le coup, il est simple, il est très, très généraliste évidemment, mais Oui, sur le alors bon, il est pas spécifique de la cancérologie, non. donc juste pour avoir une évaluation du ressenti global de qualité de vie, il peut être utilisé, donc avec l'EVA entre autres. Mais par contre, dès qu'on veut évaluer vraiment des domaines spécifiques comme les domaines physiques, etc., il est quand même pas recommandé pour la cancérologie. Mais en tout cas, maintenant il y a aussi une version un peu, il y a l'équivalent de l'EQ5D version QLQC30 qui existe aussi. Ça s'appelle Donc comment? il a un nom un peu barbare, ça doit être Cluck 10D, un truc comme ça. Donc D'accord. c'est CLUD 10D, quelque chose comme ça. Je pourrais vous envoyer Ouais? le nom. Et donc l'UAS, c'est un questionnaire médico-économique qui a été construit à partir du QLQC30. Enfin, c'est un questionnaire d'utilité construit à partir du QLQC30. Pour l'instant, il n'est pas encore utilisé de façon systématique, mais à terme, ce serait bien que, par exemple, pour ne pas donner le QLQC30 et le Q5D pour avoir le volet médico-économique, de donner par exemple que le QLQC30, ce qui permet déjà d'avoir moins de questionnaires pour les patients. Mmh. Donc lui, il est disponible en français. Donc en fait, ça correspond à un QLQC30 et c'est le score d'utilité qui est construit à partir du QLQC30. D'accord. OK. Merci. Et juste une question sur les analyses, là, sur la compliance de remplissage des questionnaires. C'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes, hein, quand on a ça dans nos essais. Est-ce qu'on a des évaluations? Est-ce que c'est mieux de le faire remplir en format papier, en format tablette? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Alors, il n'y a pas encore, je pense, assez de recul sur ces données-là, mais en tout cas, ce que l'on cherche de plus en plus, c'est à permettre quand même un remplissage électronique et ou papier dans une étude, donc vraiment avoir les deux volets qui seraient disponibles. Euh, pour certaines études, quand on les avait utilisées en format électronique, honnêtement, le ressenti des patients était plutôt bon. Et donc, les patients l'acceptent plutôt bien, le remplissage électronique, quand ça a été bien conçu avec eux. En tout cas, la plateforme de remplissage, quand elle est bien adaptée aux patients. Et puis ça évite aussi des problèmes dans les réponses quand c'est en format papier. Des fois, ils répondent deux réponses différentes pour une seule question, ou bien ils sautent des questions mais par erreur. Donc ça permet en général quand même un meilleur remplissage. Après, voilà, l'idée pour l'instant de nous, c'est pas de ne permettre qu'un remplissage électronique parce qu'il y aura toujours quelques patients qui seront réticents. Mais par exemple, si c'est des tablettes où ils peuvent même zoomer pour des patients un peu âgés qui ont des difficultés de lecture, des fois c'est quand même mieux que la version papier. Donc plutôt un bon ressenti. Après, il faudra voir à long terme, mais par exemple les études industrielles, un grand nombre d'études pour moi sont avec un remplissage électronique et ils ont quand même un taux de remplissage. Bon, déjà il y a le côté industriel avec le suivi qui va avec, mais le taux de remplissage est quand même des fois meilleur que dans des études papier. Ok. En fait, je pense que c'est bien, enfin Laure, enfin on a 2 problèmes. Il y a le versant patient et il y a le versant, logistique, hein, hospitalière. C'est clair que pour le patient, je pense que c'est mieux, en fait, le questionnaire électronique pour des raisons aussi, ouais, de visualisation. S'ils sont accompagnés sur, la prise en main de l'outil électronique. Par contre, pour la logistique hospitalière, du coup, c'est ça qui est souvent un facteur limitant dans les essais industriels.
certains arcs comme le mien qui râlent. Bah, j'avoue Ouais. que côté CLB, par exemple, on a fait un peu un, un petit sondage et pour l'instant, ils sont plutôt papier aussi, hein. C'est pas du tout, c'est plus contraignant pour eux, mais peut-être qu'aussi c'est une question d'habitude et de trouver vraiment la plateforme qui conviendrait et de ne pas changer aussi d'une étude à l'autre, parce que c'est peut-être aussi ça qui peut être problématique, c'est qu'en fonction des études, on n'utilise pas les mêmes outils informatiques et déjà avoir un petit peu une standardisation aussi des outils de recueil des e-pro en fait avant Ouais. de se lancer sur 10 outils différents en fonction des études en fait. Ouais, ouais, et je crois que c'est surtout Ouais. la tablette. En fait, faut déposer des papiers à un patient dans une consulte et revenir 10 minutes plus tard, ça va. Par contre, lui filer la tablette, ben, évidemment, on a peur de se la faire piquer et tout. Mm, Donc, mm. Et il y a une petite question dans le chat de quelqu'un qui demande s'il y a un biais si le tech lit les questions, j'imagine au moment du remplissage, s'il lit les questions aux patients. Alors, si s'il le lit parce que, entre guillemets, il est obligé, que le patient ne peut pas les lire lui-même, ça peut être prévu. Alors nous, des fois, dans les études, justement, on recueillait les raisons de non-remplissage et s'il y avait aide ou pas aide au questionnaire. Justement parce que ça peut quand même éventuellement biaiser les réponses. Et s'y aide par qui, justement. Donc forcément, on préférait le tech plutôt qu'un proche, pour que le patient quand même se sente plus libre dans ses réponses. Mais ça peut être permis dans des études parce qu'il y a des problèmes, soit des patients qui ne peuvent pas lire, soit des patients qui sont justement qui présentent une altération de l'état de santé et qui ne peuvent pas remplir eux-mêmes le questionnaire. Ok, eh ben merci beaucoup. Euh, et je pense qu'on va libérer tout le monde, mais un grand merci pour cette présentation qui était précieuse. J'ai encore plein de questions sur notamment les questionnaires qu'on peut adapter sur l'ORTC, etc. Mais je vous enverrai éventuellement un message et j'imagine que Pas s'il de y a des souci, questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et puis on colligera ça pour les relayer à Amélie. pas de souci. Merci beaucoup. Merci, Bonne journée à tous. bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.